Je vais vous parler un mec que vous n'avez jamais vu jouer, un mec dont vous n'avez probablement jamais entendu le nom, un mec dont il n'existe à ce jour pas une seule vidéo publique d'entraînement ou de match, et pourtant, Jérémy Boga, international ivoirien qui a joué en Première Ligue, en Serie A, dit de lui que c'est le meilleur joueur qu'il ait jamais vu dans l'académie de Chelsea. Alex Davey, ancien joueur des Blues, dit qu'il est sûr à 100% que si ce mec jouait encore aujourd'hui, il serait le meilleur joueur de la planète. Valentin Rangier, footballeur professionnel, dit c'est le joueur qui m'a le plus choqué de ma vie. Il était 10 classes au-dessus de tout le monde. Et son entraîneur au Paris FC dit qu'il a vu Benzema, Nkunku, Mbappé, mais qu'il n'a jamais rencontré de meilleur footballeur que lui. Ces gens-là ne sont pas des anonymes, ce sont des professionnels du football, des gens habitués à avoir du talent, des gens qui côtoient des stars chaque semaine. Et ils parlent tous de la même personne, avec la même stupéfaction dans les yeux. Ce mec, il s'appelle Yann Guéou. Et son histoire, c'est l'une des plus tristes que le football ait jamais produite. Installez-vous, parce qu'on en a pour un moment. Yann Guéot, né le 29 novembre 1994 à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne, c'est la banlieue parisienne. Pas le quartier le plus difficile de la région, mais pas non plus les beaux quartiers. Un coin ordinaire, une famille ordinaire, ou presque. Ses parents Anne-Marie et Jean-Pierre se sont rencontrés en jouant au handball. L'athlétisme, le sport, c'est dans les gènes de la famille. Yann est le troisième d'une fratrie de 6 enfants. Sa sœur aînée Tiffany fait du handball. Son petit frère Lou Diwan fera du football professionnel. La maison Agueo, c'est une maison où on aime, où on encadre, où les parents sont présents. Anne-Marie sera là à chaque étape de la vie de Yann, pour le pousser, pour le défendre, pour pleurer avec lui, pour le relever. C'est important de le dire. Dans les histoires de talents gâchés, on a souvent tendance à chercher un coupable facile, du côté de la famille. Ici, la famille n'est pas le problème. Le problème, il est ailleurs, et on y reviendra. Dès tout petit, Yann a deux passions, le foot et le tennis. Et dans les deux, il est doué. Mais dans les deux, il a déjà ce truc bizarre, cette intensité qui déborde, cette incapacité à gérer la défaite. Sa mère raconte qu'un jour, après sa première défaite au tennis, le petit Yann a vomi. Il s'est assis, il n'a plus bougé. Et il a demandé c'est quand que je rejoue contre lui. Pas pour apprendre, pas pour s'amuser, pour gagner, pour corriger la défaite, pour l'effacer. À 5, 6 ans, ça peut paraître marrant, un compétiteur né. Mais cette rigidité émotionnelle face à l'échec, c'est un signal. Un signal que personne ne lira correctement pendant des années. À 7 ans, Yann commence le football dans un club local, le CAP Charenton. Son entraîneur Jean-François Gaudin le voit arriver et le qualifie immédiatement de génie. Le gamin fait des jongleries tellement longtemps que Gaudin doit arrêter lui-même. Pas parce que c'est une punition, juste parce qu'il faut qu'il fasse autre chose. Après Charenton, il rejoint Créteil. Et là, les premières frictions apparaissent. Son coach lui demande de revenir défendre. Yann refuse. Systématiquement, il ne défend pas. Il attend le ballon, il crie, il attaque. Mais défendre, non, pas lui. Sauf que les coéquipiers lui pardonnent tout. Parce que sans lui, ils perdent 6-1 contre le PSG. Avec lui, ils gagnent 2-0. C'est ça, Yann Guillaume. Un joueur tellement décisif que les équipes ferment les yeux sur tout le reste. À un moment, dans la vie des meilleurs jeunes joueurs français, il y a un passage obligé, un endroit mythique, un lieu où sont passés Thierry Henry, Nicolas Anelka, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri, l'INF Clairefontaine, le Centre national de formation, le temple du football français. Quand Yann y est convié, c'est une reconnaissance en soi. On n'invite pas n'importe qui à Clairefontaine. On n'y va pas parce qu'on est bon. On y va parce qu'on est exceptionnel. Il arrive au PSG, il est à l'essai, hein. Il driblait tout le monde, il faisait ce qu'il voulait, c'était le meilleur de l'équipe. Le coach lui dit de ramasser le ballon, il dit non. Alors qu'il est à l'essai, t'imagines? Donc du coup, il ne signe pas au PSG, il va à Clermont. Et la première anecdote qui résume tout, le jour des tests. Yann arrive, on ne lui donne pas le numéro 10. Yann s'assoit, il ne joue pas.
Les entraîneurs le regardent, ils insistent, ils haussent les épaules, ils attendent. Pendant des dizaines de minutes, il reste assis pendant que les autres jouent. Et là, vous vous dites peut-être, mais c'est du grand n'importe quoi. Pour des tests aussi importants, dans un centre aussi prestigieux, tu joues à quoi? Tu joues à n'importe quel poste, c'est évident. Oui, c'est évident, sauf pour Yann. L'entraîneur le menace de le sortir. Yann hoche la tête, genre, c'est ça, ouais. L'entraîneur cède, il le place en position offensive. Et là, les gens comprennent pourquoi il était prêt à attendre aussi longtemps. Amadou Diallo, camarade de Clairefontaine, dira de lui qu'il était le meilleur de leur génération, sans hésitation. Sur ce qu'il m'a montré, incroyable. Comment je te parle de Ben Arfa, et ben Yann, il avait un peu tout ça. C'est Yann Guéot. Pour moi, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai évolué. Malheureusement, il n'est pas passé professionnel. Mais sur ce qu'il m'a montré, incroyable. Comment je te parle de Ben Arfa, et ben Yann, il avait un peu tout ça. Et, et de voir ça en plus à 17-18 ans, mais tu te dis, s'il fait ça à 17-18 ans, qu'est-ce qu'il va faire à 24-25 ans? Malheureusement, ça a pas suivi. Je pense pas être le seul à avoir dit du bien de Yann, parce qu'il m'a montré en peu de temps. Moi, il m'a convaincu, il m'a bluffé. Mais 7 mois plus tard, Yann se fait expulser du centre. Il a menacé un professeur dans le lycée attenant une limite franchie. Direction, la sortie. Lille, encore la même histoire. Après Clairefontaine, il y a Lille, le LOSC, club du Nord, centre de formation réputé. Yann arrive, il a 13 ans. Même phénomène, les entraîneurs sont scotchés par son niveau, mais les problèmes de comportement reviennent. Khalil Lambin, coéquipier de l'époque, dira plus tard. Il faisait ce qu'il voulait avec le ballon, quand il le souhaitait. Yann, je n'ai jamais revu ça. Depuis le départ, on savait que c'était du niveau de Ronaldo Messi. C'était un ballon d'or en puissance, le mec. Un ballon d'or en puissance, à 13 ans, de la part de quelqu'un qui le connaît depuis l'enfance, qui n'a aucune raison d'exagérer. Mais Lille, ça se termine comme Clairefontaine. Quelques mois, une porte qui se ferme. Yann rentre à Paris. Et c'est là qu'une personne cruciale entre dans sa vie. Un scout de Chelsea, un Français nommé Guy Ilion. En 2009, Yann a 14-15 ans. Il participe à la Ligue Cup, un tournoi régional de jeunes, et Guy Ilion le voit jouer. Ce qu'il voit lui suffit pour convaincre Chelsea Football Club, l'un des clubs les plus riches, les plus structurés d'Europe, de tout faire pour attirer ce gamin de banlieue parisienne. Pensez-y 2 secondes. Chelsea en 2009, c'est Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, un club qui dépense des dizaines de millions en transferts et leur département de recrutement junior focus son attention sur un ado de Maison Alfort qui n'a même pas encore de compte en banque. Chelsea lui propose le meilleur environnement de développement possible. Hébergement, scolarité, encadrement professionnel. Pour Yann et sa famille, c'est une opportunité en or massif. À Chelsea, il nutmeg les professionnels. Dans l'académie de Chelsea, Yann explose. Chaque joueur qui le croise en ressort avec la même expression sur le visage. Bouche ouverte, yeux écarquillés, la tête qui tourne. Jérémy Boga, qui sera plus tard international ivoirien et jouera en première ligue, est à l'académie en même temps que Yann. Il dira, si vous demandez à n'importe qui à Chelsea, il vous dira que c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'académie, pas de sa génération, de toute l'histoire de l'académie. John Swift, futur international anglais, racontera que lors des moments de détente, ping-pong, billard, quand Yann perdait, il jetait les raquettes de tennis de table, il cassait les queues de billard. La même rage incontrôlable que quand il vomissait après avoir perdu au tennis, enfant à 15-16 ans. Rien n'a changé. Mais sur le terrain, mon Dieu, la légende raconte qu'il faisait des petits ponts sur des joueurs de l'équipe première, des professionnels, pas des U17, des pros qui s'entraînaient parfois avec les jeunes. Et lui, sereinement, leur mettait des petits ponts. Damien Dussault, un ancien coéquipier, résume mieux que personne. Il faut le voir pour le croire. Quand on dit que c'est un meilleur joueur qu'Mbappé ou Dembélé, les gens disent qu'on est fou. Mais les gars, vous auriez dû voir le talent qu'il avait. C'était un magicien. Alex Davies, ancien joueur de Chelsea, ira encore plus loin
dans ses déclarations. Je suis très reconnaissant d'avoir eu la chance de le voir jouer toutes les semaines. C'est fou de dire ça à propos d'un joueur qui était si jeune, mais je suis sûr à 100% que s'il jouait encore aujourd'hui, il serait le meilleur joueur de la planète. Le meilleur joueur de la planète. Pas de la première ligue, pas d'Europe, de la planète. Maintenant, arrêtons-nous ici une seconde. Parce que je sais ce que vous pensez. Vous pensez c'est peut-être un mythe, c'est peut-être exagéré, les gens racontent des histoires, la mémoire embellit les choses. Et c'est une réaction normale, saine, sceptique. Sauf que ces témoignages ne viennent pas d'un seul mec sur un forum. Ils viennent de joueurs professionnels, d'entraîneurs diplômés, de scouts de niveau international, des gens qui ont vu Mbappé, Benzema, Dembélé en vrai et qui placent Yann au-dessus. Ce n'est pas un mythe, c'est tragiquement réel. 2 ans après son arrivée à Chelsea, c'est terminé. Les incidents s'accumulent, une bagarre avec un coéquipier, la direction tranche. Les Guéos sont remerciés et rentrent en France. Yann a 16-17 ans, il a tout eu à portée de main et maintenant il est là, dans son quartier, sans club, sans projet clair. Khalil Lambin dira que malgré un quartier plutôt tranquille, Yann allait chercher les délinquants et petits criminels du coin pour traîner avec eux. Pas par obligation, par choix. Et ce choix va le détruire. Le 29 novembre 2011, son 17e anniversaire. Ce jour-là, Yann et un complice entrent dans une parfumerie à 500 mètres de chez lui, cagoule sur la tête, lame à la main. Ils repartent avec 30 euros et 34 flacons de parfum. 30 euros et 34 parfums. Yann est arrêté quelques jours plus tard. Les commerçants l'ont reconnu malgré la cagoule. Et là, il refuse de donner le nom de son complice par loyauté, ce qui lui vaut une peine plus lourde. Il aurait pu purger sa peine dans un centre pour mineurs. Il refuse. Il ira en prison pour adulte à 17 ans. Vous entendez ça? À 17 ans, il choisit la prison pour adulte plutôt que de dénoncer son complice. La suite, c'est une accumulation de drames. Un conseiller nommé Husseini Niakate tente de le réinsérer via le SC Bastia. Yann part en Corse. Il est même colocataire de Florian Thauvin un temps. Oui, ce même Florian Thauvin qui gagnera la Coupe du Monde en 2018. Les destins se croisent de la manière la plus cruelle qui soit. Mais une blessure aux adducteurs mal soignée l'empêche d'avancer. Il ne joue jamais avec l'équipe première. Il repart. Et ça recommence. Décembre 2012, avec un ami de Grigny, il cambriole un couple à leur domicile. Mars 2013, il agresse physiquement un homme dans la rue et s'en prend violemment aux policiers venus l'arrêter. Au total, il approchera les 75 mois d'incarcération, plus de 6 ans de sa vie en prison, entre ses 17 et 25 ans. 75 mois. C'est l'âge où Mbappé signait au PSG. C'est l'âge où Dembélé explosait à Rennes. C'est l'âge où les joueurs de sa génération construisaient leur carrière. Paris FC, la dernière tentative. En 2014, Yann a 20 ans. Il sort de prison et contre toute attente, le Paris FC lui donne une chance. Et en entraînement, même histoire. Les gens qui le voient jouer perdent la tête. Son entraîneur Alexandre Monnier dira: c'était le plus grand talent que j'ai jamais vu. J'ai vu Benzema, Nkunku, Mbappé, mais je n'ai jamais rencontré de meilleur footballeur que lui. Les gens le comparent à Neymar quand ils le regardent jouer. Mais les mêmes démons sont là. L'incapacité à respecter le cadre, l'impulsivité, les incidents. L'aventure au Paris FC se termine mal. Il passe ensuite par le FC Nantes en U19. Même scénario. Inscrit, présent à la préparation d'été, mais complètement hors de forme au bout de 30 minutes. Il ne joue aucun match de championnat. Il est remercié. Terminé. Yann Guéo n'a jamais joué un seul match officiel en compétition. En 2016, Yann a 22 ans. Après des années de consultation, après un premier diagnostic absurde, le syndrome du deuxième enfant que sa mère a toujours catégoriquement rejeté, et après un passage de 3 mois dans un hôpital psychiatrique, le diagnostic tombe enfin. Trouble bipolaire. Une maladie caractérisée par des phases d'euphorie intense, où tout semble possible, les règles ne s'appliquent pas, où on est invincible, alternant avec des phases de dépression profonde, de vide total, d'incapacité à agir. Tout s'explique enfin. L'arrogance incompréhensible, la résistance à toute autorité,
les décisions irrationnelles, la recherche des mauvaises fréquentations, l'incapacité à maintenir une stabilité, même quand tout était en place pour réussir. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'était pas un manque d'ambition, c'était une maladie non diagnostiquée, non traitée pendant des années cruciales. Et là, une question s'impose, une question inconfortable mais nécessaire. Le système de formation a-t-il failli? Clairefontaine, Lille, Chelsea, Paris FC, Nantes, des structures professionnelles avec des médecins, des psychologues, des équipes de suivi et pourtant, pendant toutes ces années, personne n'a identifié ce qui se passait vraiment chez ce gamin. On voyait un indiscipliné, on voyait un insolent, on voyait un problème à gérer ou à éloigner. Personne n'a vu un enfant malade qui avait besoin d'aide. Et ça, c'est aussi une partie de la tragédie. Avec le diagnostic, Yann commence un traitement si lourd qu'il ne fonctionne qu'à 10% de ses capacités physiques. Sa mère Anne-Marie dit, c'était un véritable crève-cœur pour lui. Compte tenu de ce qu'il était capable d'accomplir auparavant, cette situation faisait de lui même une personne particulièrement vulnérable. 10%, le joueur qui nutmeguait des professionnels, celui que Bouga plaçait au-dessus de tous les joueurs qu'il avait vus, à 10% de lui-même, pour rester stable, pour ne pas rechuter. Pendant des années, Yann vit dans un appartement de la banlieue parisienne. Il ne joue plus, il regarde parfois la Ligue 1. Mais regarder l'équipe de France, c'est trop difficile. Parce que sur ce terrain, il y a des joueurs qu'il a nutmegués à l'entraînement. Des joueurs qui sont aujourd'hui champions du monde, qui gagnent des millions, qui jouent dans des plus grands stades du monde. Et lui, il est là. Et puis dans la nuit du 9 au 10 novembre 2025, un nouvel événement vient fermer encore un peu plus la parenthèse. Yann Gréau est agressé à l'arme blanche à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Grièvement blessé, hospitalisé, une information judiciaire est ouverte pour tentative de meurtre. 2 suspects sont mis en examen et placés en détention provisoire. Yann survit, il est conscient. Sa mère prend la parole publiquement. Nous traversons des jours extrêmement difficiles. Yann avait accepté un traitement très lourd pour sa pathologie, pour ne représenter aucun danger ni pour lui, ni pour les autres. Il avait consenti à vivre avec à peine 10% de ses capacités physiques. Cette situation faisait de lui une personne particulièrement vulnérable. Aujourd'hui, nous faisons confiance à la justice. Une mère qui se bat pour son fils depuis le premier jour, depuis le tennis, depuis Charenton, depuis Clairefontaine, depuis Chelsea, depuis les prisons, depuis les hôpitaux psychiatriques, toujours là. En France, on a des dizaines de talents gâchés, des mecs qui auraient pu être ballons d'or si seulement. Et souvent, c'est de l'exagération, la nostalgie qui part, le biais du talent local. Mais Yann Guéhou, c'est différent. Parce que les témoignages sont trop nombreux, trop précis, trop cohérents, venant de trop de personnes différentes, dans des contextes différents. Il n'y a pas de vidéo de lui, pas une seule. Et paradoxalement, c'est ça qui rend la légende encore plus puissante. Parce que tout ce qui reste, ce sont des souvenirs humains, des images dans des têtes, et ces images-là sont unanimes. Mais voilà ce que je veux qu'on retienne vraiment. L'histoire de Yann Guéhou, ce n'est pas l'histoire d'un mec qui a fait des mauvais choix. Ce n'est pas l'histoire d'un fainéant, d'un ingrat, d'un gamin qui n'a pas su saisir sa chance. C'est l'histoire d'un enfant malade dans un système qui ne savait pas ou ne voulait pas voir au-delà de l'indiscipline de surface. C'est l'histoire d'une maladie non diagnostiquée à temps, d'un talent exceptionnel coincé dans un corps et une tête que personne n'avait les outils pour comprendre et aider correctement. C'est l'histoire de ce qui se passe quand on traite un enfant atypique comme un problème à éliminer plutôt qu'une personne à accompagner. Et c'est l'histoire de la fragilité de tout ça, du fait qu'entre le génie et le néant, il n'y a parfois qu'une maladie mal identifiée, qu'un mauvais entourage au mauvais moment, qu'une structure qui n'a pas su tendre la main. Son petit frère Lou Diwan, lui, a réussi. Il joue en professionnel, il porte le même nom, il a grandi dans la même famille et il a réussi. Ce qui prouve que ce n'était pas une question d'origine, de milieu, de famille. Juste la vie avec toute son injustice. Yann Guéhou a aujourd'hui 31 ans. Il n'a jamais joué un seul match officiel de football en compétition professionnelle et pourtant dans la mémoire de ceux qui l'ont vu,
il reste le meilleur joueur qu'ils aient jamais eu la chance de croiser.